je dois m'efforcer de me rappeler constamment l'étrangeté historique de la monarchie et sa survie saine à l'ère démocratique moderne. Pourtant, la monarchie est tellement ancrée dans la psyché britannique que la plupart des acteurs politiques n'y pensent guère. Cette semaine, cependant, la monarchie britannique moderne s'est levée et a exigé d'être prise en compte, posant un geste nouveau et peut-être véritablement marquant. À tous égards, la visite de Charles III au Canada a été un événement audacieux et original. L'idée qu'une démocratie dynamique comme le Canada, dotée d'une identité complexe et sophistiquée, puisse faire appel à un monarque héréditaire âgé d'outre-Atlantique pour servir de point focal à sa résistance à la menace existentielle de Donald Trump exige une certaine foi. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit cette semaine, lorsque le roi s'est rendu à Ottawa pour inaugurer le nouveau Parlement canadien. Aucun monarque n'avait pris la peine de faire le voyage depuis près de 50 ans. Entre-temps, le Canada s'est transformé en une grande puissance mondiale et s'est définitivement débarrassé de ses anciens liens coloniaux. Pourtant, la menace que Trump représente pour le Canada est telle que le premier ministre du pays, Mark Carney, a suggéré qu'une convocation au palais de Buckingham enverrait un signal utile et médiatique sur la souveraineté nationale du pays, contribuant à souder la nation tout en mettant en valeur le président américain. Du point de vue britannique, le roi Charles était heureux d'obtempérer. Tout comme le discours qu'il a prononcé à Westminster au début de la session parlementaire, le discours de mardi à Ottawa sera rédigé par le gouvernement élu. Mais le discours d'Ottawa est beaucoup plus détendu et personnel que celui de Westminster. Cela permet au roi de dire des choses qui ont clairement une signification pour lui et sur lesquelles il sera jugé. Trump n'a pas été nommément cité. Malgré cela, il a absorbé le discours. Le roi a défendu la fierté nationale canadienne et a déclaré que la démocratie, l'état de droit, le pluralisme et le commerce mondial étaient en jeu. Il a déclaré que les relations du Canada avec l'Europe seraient renforcées et, s'exprimant en français, il a déclaré que le Canada était confronté à des défis sans précédent dans l'après-guerre. Il s'est vanté que le Canada était un exemple pour le monde par sa conduite et ses valeurs, une force du bien, et a conclu son discours, citant l'hymne national canadien, en déclarant que le Nord est véritablement fort et libre. Tout cela constituait une critique claire de l'impolitesse, de l'agressivité et de la cupidité de Trump. Ses propos n'étaient pas neutres, mais engagés. On ignore si le roi a sollicité l'approbation de Keir Starmer pour sa visite et son discours. Son principal conseiller pour cette visite sera Carney, qui était peut-être en contact avec Downing Street. Starmer, qui s'est engagé à collaborer avec Trump, sera heureux de garder ses distances. Le point le plus important, cependant, est qu'il s'agissait d'un acte volontaire du roi. Charles n'a pas eu à voyager ni à prononcer de discours. Mais il a fait les deux, même tout en poursuivant son traitement contre le cancer. Le contraste avec sa mère est difficile à ignorer. Tout au long de ses 70 ans de règne, Élisabeth II s'est distinguée par sa neutralité soigneusement étudiée sur les questions publiques. Elle a été largement saluée pour cela tout au long de sa vie, ce qui a conduit certains commentateurs à suggérer que la neutralité est désormais une condition préalable à la survie de la monarchie. Tandis que d'autres spéculent puérilement sur les messages symboliques que peuvent ou non véhiculer les tenues vestimentaires de la reine. Même lorsqu'Élisabeth révèle un point de vue comme lorsqu'elle a déclaré « réfléchir très attentivement à l'avenir », lors du référendum écossais de 2014, ces mots peuvent être à la fois énigmatiques et rares. Cependant, au cours de ses longues années d'héritier du trône, Charles est devenu une figure controversée. Il a exprimé ses opinions sur des sujets variés, de l'architecture à l'agriculture en passant par la crise climatique. Il a fait pression sur les ministres au moyen de notes manuscrites à leur sujet. Cette habitude a conduit certains à prédire qu'une fois monté sur le trône, Charles continuerait d'être un acteur majeur sur les questions qui lui tenaient à cœur. Dans la pièce de théâtre de Mike Bartlett, King Charles III, écrite en 2014, le futur roi a même abdiqué plutôt que d'accepter un projet de loi restreignant la liberté de la presse. Cependant, durant ses près de 3 ans de règne, Charles a donné tort à nombre de ses sceptiques. Les observateurs de la monarchie qui doutaient qu'il change d'attitude reconnaissent aujourd'hui qu'il n'a franchi aucune limite constitutionnelle significative. Mais il a agi à sa manière, et non à celle de sa mère. Lui-même. Comme le palais l'admet lui-même, le roi marche sur la corde raide. Les visites et les discours de Charles ont repoussé les limites. Ottawa en est l'exemple le plus frappant, mais pas le seul. Sur son sol, Charles a plaidé en faveur de l'alliance du Royaume-Uni contre les séparatistes nationalistes.
Il a emmené Starmer et Angela Rayner visiter un projet immobilier en Cornouailles. Il s'est rendu dans plusieurs capitales de l'UE, dont la plus récente à Rome. Conformément aux efforts de Starmer pour améliorer les relations avec l'Europe. Il a accueilli le président Zelensky en public quelques jours seulement après l'attaque brutale de Trump contre le dirigeant ukrainien dans le bureau ovale. Son dernier message de Noël a porté sur les louanges du personnel soignant. Jusqu'à présent, Charles s'en est tiré impunément. L'inquiétude du public pour sa santé et celle de sa famille y a probablement contribué, tout comme la sympathie du public pour le comportement des Sussex. Critiquer Trump est également plus populaire que risqué. Dans ce contexte, l'opinion publique s'est suffisamment détendue pour que Charles puisse être plus lui-même. Ceux qui ont prévenu que son approche plus interventionniste des affaires publiques pourrait menacer la monarchie et promouvoir le républicanisme ont, du moins pour l'instant, eu tort. Mais ce cycle bénin pourrait ne pas perdurer indéfiniment. La monarchie demeure une étrangeté. La corde est toujours là. Charles est toujours en équilibre dessus. Son approche du poste a été approuvée, y compris à contre-cœur par certains qui le désapprouvaient auparavant. Mais ces affirmations ne sont pas statiques. Le rôle de Charles comporte des risques qui, face à une humeur publique moins patiente ou à d'autres circonstances, pourraient lui porter préjudice, ainsi qu'à la monarchie. En supposant que Charles reste en bonne santé pendant de nombreuses années, comment pourrait-il gérer un changement de gouvernement? Si la fièvre actuelle pour un poste de Premier ministre de Nigel Farage se matérialise effectivement en 2028 à 29. Charles pourrait se retrouver face à un gouvernement qui accepterait un président MAGA à Washington, renoncerait aux alliances européennes, rejetterait le programme de zéro émission nette et mettrait tout en œuvre pour contrarier l'Écosse et le pays de Galles. Cela présenterait un futur Charles ou un futur roi Guillaume avec une Grande-Bretagne bien différente de celle à laquelle il s'identifie. Pourtant, cette Grande-Bretagne pourrait n'être là que dans 3 ou 4 ans. Selon la plupart des données et des idées reçues. Un public généralement bien intentionné se contenterait de rester fidèle à la monarchie. Pourtant, alors que tant d'autres aspects de l'État britannique peinent à s'adapter et que la monarchie demeure historiquement non viable. Pourquoi la monarchie elle-même ne devrait-elle pas en souffrir?